2023. Un homme se donne la mort en Belgique après avoir entretenu une relation avec une intelligence artificielle pendant plusieurs semaines. Ce qui n'avait été que de simples échanges s'est rapidement transformé en profond dialogue entre l'homme et sa machine. Habité par un profond mal-être, il aurait évoqué des idées suicidaires et l'IA l'aurait encouragé en ce sens jusqu'à ce qu'il décide de passer à l'acte. 1 an après le drame, les intelligences artificielles sont partout autour de nous. Elles nous aident à optimiser nos emplois du temps, à rédiger des mails, nous divertissent et nous trompent sur les réseaux sociaux. Leur omniprésence suscite des questionnements inédits sur la législation, l'éthique et la place de la machine dans la vie humaine. Une vie de plus en plus connectée et en même temps toujours plus solitaire. D'après une étude de la Fondation de France, 1 personne sur 10 souffrirait d'isolement et de solitude. Il s'agit de 2 des grands thèmes de notre société moderne, la santé mentale et le progrès technologique. 2 thèmes qui cohabitent, coexistent et s'entremêlent dans le film du jour. Le film raconte l'histoire de Théodore, un homme traversant une période particulièrement difficile suite à une rupture amoureuse avec Catherine, la femme avec qui il était marié jusqu'alors. La situation change pour lui lorsqu'il commence à interagir avec Samantha, une intelligence artificielle capable d'évoluer au fil de la conversation en s'adaptant à chaque utilisateur. Peu à peu, ils vont tomber amoureux dans une relation aussi singulière qu'authentique. La première chose à noter à propos de ce film, c'est qu'il s'agit de science-fiction. Il prend place dans un futur proche, à Los Angeles. C'est ce qu'on appelle un film d'anticipation, c'est-à-dire qui anticipe des événements à venir plus ou moins lointains. Her étant sorti en 2013, à une époque où les IA n'étaient pas encore popularisées mais certainement en développement, on peut dire qu'il a visé extrêmement juste. Le métrage évoque des thématiques à l'appel, parmi lesquelles celles que j'ai citées, la solitude et le progrès technologique. Comme d'habitude, j'avais envie de revenir sur la manière dont le film aborde ces sujets et comment par l'image et le son, il sublime ses propos. Dès le début, la solitude du personnage est illustrée. Il finit le travail en marchant vers la caméra dans un open space vide, et si vous êtes un peu attentif, vous aurez remarqué des illustrations rappelant encore cette thématique de la solitude. Un homme allongé replié sur lui-même, et un autre debout, bras ballants. On le voit ensuite dans un ascenseur bondé. On pourrait se dire qu'étant donné le monde autour, c'est pas la solitude qui ressort de ce plan. Et pourtant, personne ne se regarde, ni ne se parle. Théodore se faufile au fond de l'ascenseur, et regarde au sol sans se connecter avec quiconque. Les plans suivants sont des panoramiques très esthétiques qui suivent Théodore marchant tout en écoutant un robot lire ses mails. Le personnage est coupé à hauteur de hanche, ce qui le rend plus petit, surtout en comparaison avec l'arrière-plan composé de buildings gigantesques qui l'écrasent encore davantage. Encore une fois, c'est la solitude, l'enfermement qui est illustré ici. Notons aussi que parmi les figurants, la très grande majorité marche seule tout en parlant, évoquant subtilement que la situation de Théodore n'est pas singulière dans l'univers du film. Toujours pareil dans les transports, la foule ne se parle pas, ne se regarde pas et semble plongée dans des conversations avec eux-mêmes. Leurs lèvres s'agitent, mais aucune chaleur humaine ne se dégage du plan. La couleur de toutes ces oreillettes respectives met aussi en exergue l'omniprésence de ces technologies. Théodore marche ensuite dans un hall immaculé devant une vitrine avec des sculptures étranges. Plein de choses à dire ici. Déjà le sol brille, ce qui rend le plan esthétique d'une part, et d'autre part ce qui rend ce plan encore plus grand et par ricochet le personnage encore plus seul. La vitrine ensuite, si on y prête attention, semble comporter des sculptures abstraites, comportant des membres humains, des bras, des jambes, des têtes. Cette vitrine est à la fois une prémonition de ce qui va arriver, une relation, une rencontre, et en même temps la source des questionnements de cette relation. Sans corps, peut-il exister une relation ? Théodore rentre chez lui et ce surcadrage illustre encore une fois l'enfermement du personnage, la situation initiale du récit. Théodore n'arrive pas à aller de l'avant après sa rupture avec Catherine. Il lancera un jeu vidéo où il incarnera un personnage tentant en vain de gravir une montagne, métaphore ultime des obstacles qu'il traverse. Lorsqu'il va se coucher, la caméra se place au-dessus de lui, mais se désaxe très légèrement. Son placement illustre les tourments du personnage qui revit des scènes de sa relation passée avec Catherine. La lumière est d'ailleurs beaucoup plus chaleureuse, la source y étant naturelle. Cela participe à l'idée que Théodore se fait de ces moments, des moments idylliques, parfaits. Les nuances de rouge sont prépondérantes, du rose pastel au jaune ocre en passant par un orange qui semble définir Théodore tant la couleur lui colle à la peau tout au long du métrage. Il porte toujours ces nuances sur lui et même lorsqu'il ne les porte pas, l'arrière-plan est présent pour rappeler que cette relation passée l'obsède. Ces nuances de rouge existent dans le film pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la couleur de l'amour, et cela correspond bien à Théodore, qui est romantique, sensible, et qui semble à plusieurs reprises attiré par l'idée de fonder une famille. Ensuite, cette couleur prend à contre-pied la science-fiction dite classique, dans laquelle les couleurs froides sont beaucoup plus représentées, le gris, le bleu, le noir, bref, toutes les couleurs qui composent les matières minérales et non pas organiques. Pour autant, Théodore ne porte jamais le rouge vif qui caractérise l'amour. Pour lui, l'amour est comme la couleur de sa chemise. Il ne ressent plus de passion et reste bloqué au passé. Un rouge passé.
Par ailleurs, le directeur de la photographie Hoyt von Hothema, qui s'est occupé des prises de vue et de la lumière dans le film, a affiché une volonté claire, celle d'effacer la couleur bleue du film. Alors évidemment, c'est difficile d'effacer une couleur totalement, sinon ça ressemblerait à ça. Toujours est-il que, mis à part ces moments de mélancolie nocturne, il n'y a quasiment pas de bleu à l'écran. Ensuite, ces tons de rouge permettent aussi d'associer les deux personnages principaux, Theodore et Samantha. Et oui, la couleur qui représente OS1, le système d'exploitation de Samantha, est bien l'une de ces nuances. Vous avez peut-être tiqué à l'évocation de ce que j'ai appelé personnages principaux, et pourtant, même si Samantha n'a pas de corps, elle est bien le protagoniste qui partage l'écran avec Theodore. La question de la mise en scène se pose alors. Comment rendre palpable un personnage qui n'a pas de corps ? Numéro 1, le son. C'est la voix de Samantha qui l'incarne le plus. Pour la rendre réelle au sens du spectateur comme au sens de Theodore, Samantha parle d'une voix naturelle, à l'inverse du robot qui lisait les mails en début de film. Elle peut être sarcastique, éprouver de la tristesse, et même rigoler. Numéro 2, le boîtier. Cette espèce de boîtier que Theodore garde toujours dans sa poche de chemise, caméra dégainée. Parfois, le réalisateur prend le temps de se mettre du point de vue de cet appareil. Par exemple, lorsque Theodore court dans la station de métro. On peut aussi noter une récurrence du motif à carreaux sur la chemise de Theodore, ainsi que sur toutes les surfaces de la dite station. Cette récurrence nous rappelle la situation très conforme de Theodore qui, comme ses congénères, se sociabilise virtuellement sans vraiment se connecter aux autres, et en même temps, le comportement de Theodore est en opposition avec cette conformité. Il est en train de vivre une romance aussi authentique qu'avec un être humain. Numéro 3, l'irréel. À la fin du film, juste avant que Samantha ne disparaisse, elle apparaît sous une forme abstraite, coincée entre deux mondes. La poussière du réel devient la neige de l'imaginaire, la voix de Samantha bien réelle est confrontée à l'image que Theodore se fait de celle dont il entend les murmures. Une femme sans visage, dont on ne perçoit quasiment rien tant la caméra est centrée sur Theodore. Et finalement, c'est peut-être ça le sujet le plus important du film. Comment Theodore va surmonter le chagrin de sa rupture au travers de cette nouvelle relation. Si on revient au moment de la rencontre avec Samantha, on voit bien sur ce plan la problématique de Theodore. Le jeu de reflet avec le parquet rappelle la vitrine de tout à l'heure dans ce que le personnage a de petit face à l'immensité du cadre. Ensuite, le désordre de l'appartement évoque la tourmente intérieure du personnage, qui ne sait plus dans quelle direction aller. La pièce est aussi paradoxalement vide, partiellement remplie pour nous faire comprendre que le personnage n'est pas encore installé. Il n'a pas de stabilité, émotionnelle notamment. Le travelling arrière ouvre le cadre et laisse place à davantage d'espace autour du personnage. Theodore est seul, encore. Une ambiance douce et chaleureuse subsiste tout de même. C'est la naissance de quelque chose pour les deux personnages. Un peu plus tard, alors qu'il est chez sa seule véritable amie, Theodore reçoit des nouvelles de son divorce. Abasourdi par l'évocation de cette rupture, il observe la ville. C'est un Los Angeles complètement surexposé, saturant l'image, qui est filmé ici, comme pour signifier, encore une fois, l'émotion du personnage. Son avenir est trouble, et il n'arrive pas à prendre de décision, il se sent bloqué, à l'image de cet horizon aussi brumeux pour le spectateur que pour Theodore. Malgré cela, les rendez-vous avec Samantha s'enchaînent, et Theodore interagit enfin avec le monde, et le regarde, contemplant même parfois ce qui l'indifférait auparavant. Plus que jamais, Theodore est en bonne voie de guérison, tant il semble être au monde grâce à ses interactions avec Samantha. La caméra se charge de nous montrer cet état de bonheur intense. D'abord des travelling avant en contre-plongée, comme pour signifier l'ascension du personnage. Ces mouvements finissent par montrer un Theodore béat, à la plage ou à la montagne, reconnecté avec une nature quasi absente du métrage. Ensuite, cette euphorie est aussi représentée par ce qu'on appelle le flair, une sorte d'halo lumineux qui crée cet effet sur l'image qui correspond à l'état comblé de Theodore. Aux 3/4 du film, ils se disputent suite à une idée saugrenue, emprunter le corps d'une personne bien réelle pour que Samantha puisse l'incarner le temps d'une soirée. Cela répond au besoin charnel de Theodore de se connecter à l'un de ses semblables, même si le rendez-vous finit par être un fiasco, faute à un malaise présent du début à la fin. Après la dispute, on aperçoit un Theodore assis sur un muret de profil. Les deux lumières qui l'entourent sont étrangement éteintes. Sur le plan suivant, on voit l'écran derrière lui d'où surgit un rapace qui fait mine d'attraper Theodore, devenant une proie par l'intermédiaire de cet amas de pixels. En proie à ses doutes et à ses sentiments. On le voit ensuite marcher sur un carrelage dont le motif se reflète étrangement au plafond, dans un plan symétrique qui suggère la perte de repère du personnage. Le sol est-il le plafond ou l'inverse ? Cette relation mène-t-elle quelque part ? Samantha est-elle seulement réelle ? A noter que cette fois, il n'y a que des groupes de personnages à l'écran, et pas un seul individu seul, à l'exception bien sûr du moustachu à lunettes. Lorsque la conclusion approche, Theodore et Samantha se sont réconciliés et passent un agréable week-end à la montagne, isolés de la fureur de la ville.
Tout se passe à merveille jusqu'à ce que Samantha présente à Théodore une autre intelligence artificielle sous les traits du philosophe Alan Watts, avec qui elle discute de sa nature profonde, de ses questionnements intimes auxquels Théodore ne peut plus répondre. Face à ce tiers qui s'immisce dans la relation, Théodore semble tendu, comme illustré au travers de la bouilloire qui chauffe et qui siffle de plus en plus fort jusqu'au point de non-retour. Samantha laisse Théodore seul, qui marchera dans la neige comme un énième pèlerinage de solitude aux allures de fin du monde. Il s'arrêtera devant ce tronc coupé au nombril, signifiant la perte de sa moitié virtuelle. Lorsqu'il revient en ville, c'est par un site de chantier naval qu'il passe, comme un symbole de sa reconstruction à venir. Finalement vient l'inévitable rupture, allongé sur le lit où l'intimité est née et où la tourmente l'a rongé maintes fois auparavant. C'est ici, à la frontière entre le réel et le virtuel, entre le passé et le futur, entre la joie et la tristesse que l'esprit de Théodore divague. C'est ici pour la première fois qu'il donne un corps à Samantha. Un corps qui n'appartient qu'à lui et que l'on ne peut qu'imaginer. Samantha disparaît sous un flot de poussière, ne laissant rien d'autre derrière elle qu'un homme au cœur brisé et paradoxalement prêt à aller de l'avant. Dans les derniers instants, Théodore lit une lettre. Et c'est le parfait moment pour vous parler de son métier. Théodore est écrivain. Il écrit des lettres pour des inconnus incapables d'exprimer eux-mêmes leurs sentiments. Cette fonction est parfaite pour Théodore. Elle mobilise sa sensibilité, son talent pour l'écriture et surtout son besoin de vivre par procuration des émotions intenses, comme il a pu en vivre avec Catherine. Voilà pourquoi la fin du film a encore plus de sens. On le voit, comme souvent dans le métrage, lire une lettre. On comprend cependant que cette fois, elle n'est pas adressée à un inconnu, n'est pas le fruit de son imagination, mais bel et bien de ses propres sentiments. Théodore partage dans cette lettre un amour de nature permanent à Catherine, malgré cette séparation qu'il peut finalement accepter. Pour la première fois, l'évocation de Catherine ne fait pas surgir d'image dans l'esprit de Théodore, signe que le deuil affectif arrive à son terme. La lettre est d'ailleurs autant adressée à Catherine qu'à Samantha, et cette double lecture est d'autant plus appréciable. Il délaisse le rouge pour un blanc éclatant. Il est pur comme lavé de tout. Il monte sur le toit d'un immeuble, dernière élévation du métrage, et s'ouvre enfin sur le monde, à l'image du dernier plan où la ville de Los Angeles laisse apparaître un horizon défini et dessiné. Her nous livre une réflexion sur notre rapport à la technologie, mais surtout notre rapport aux autres. La question de la relation est centrale dans le film, et Théodore incarne parfaitement cette idée dans un univers de science-fiction atypique, aux allures mélancoliques comme d'autres films avant lui. Une mise en scène élégante et regorgeant d'ingéniosité nous permet d'apprécier le parcours initiatique d'un personnage en mal d'amour qui n'espère qu'une chose, nouer des liens avec quelqu'un. Et c'est précisément ce qu'il réussira à faire à la fin. Tout le film repose sur une relation entre un homme et une IA, et pourtant, le film finit sur cette note. Rien ne pourra remplacer une relation humaine, véritable et authentique. Celle qui permet de trouver une épaule pour pleurer, se poser, respirer, regarder et admirer les lumières de la ville.